Le collectif des Arts-Manlés, on s'est constitué à partir de 2012 à peu près. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas constitué de manière formelle, comme une association loi 1901, mais comme quelque chose qui était plutôt de l'ordre d'une initiative, parce que des amis avaient été blessés à cette époque-là, notamment dans le cadre des luttes antinucléaires en 2011 et la lutte de Notre-Dame-des-Landes en 2012. Des personnes avaient été blessées dans notre entourage et donc on a jugé utile et pertinent à ce moment-là d'informer les gens qui s'engageaient sur ces luttes-là, particulièrement. C'était un truc très militant, les militants parlent aux militants. Et donc on avait constitué une brochure sur l'armement du maintien de l'ordre et sur les moyens de s'en prémunir. Donc en 2012, et puis notre chemin a évidemment très vite croisé de plus en plus de blessés des forces de l'ordre et aussi d'équipes médiques qui intervenaient sur les manifestations, donc les street medics qui existent depuis longtemps. Et à partir de ce travail-là, petit à petit, on a constitué avec un certain nombre de blessés l'Assemblée des blessés en 2014, fin 2014. Donc je vais essayer de venir sur les constats généraux et particulièrement sur les derniers mois. Les constats généraux qu'on faisait avant le mouvement des Gilets jaunes, c'était que le maintien de l'ordre avait une histoire coloniale, et qu'elle occasionnait ce maintien de l'ordre-là, pas seulement manifestations, mais aussi les interventions de police dans les quartiers populaires, faisaient à peu près entre 3 et 4 mutilations graves par an, à peu près en moyenne. Donc des personnes, qu'on parle de mutilations graves, c'est des traumatismes crâniens, mais c'est aussi et surtout des personnes éborgnées ou qui ont perdu une main, ou un membre, on va dire de manière générale, mais c'est quand même souvent une main, pour ce qui est des grenades avec la TNT. Et donc notre travail, c'était pas, on a été un peu projeté dans le paysage médiatique en début de cette année parce qu'on recensait les blessés des Gilets jaunes et qu'on a établi une liste des blessés graves des Gilets jaunes, mais c'était pas l'action première de Des Arts-Manlés et encore moins de l'Assemblée des blessés, c'était pas cette action de recensement. Mais en tout cas, on le faisait quand même, parce que de fait, on essayait de retranscrire un petit peu, faire un état des lieux de ces violences. Donc avant le mouvement des Gilets jaunes, on était à 53 blessés graves depuis 20 ans, par des armes du maintien de l'ordre dans des contextes différents. C'est-à-dire c'est pas seulement dans les contextes de manifestation, mais dans des contextes si on devait dresser 3 catégories, c'est les manifestants, les manifestations, les interventions de police dans les quartiers populaires et les interventions de police en marge des matchs de foot, donc sur des supporters. Parce que quand on a constitué l'Assemblée des blessés fin 2014, on avait un certain nombre de supporters d'ultra mutilés par des armes de police, dont certains constituaient l'Assemblée des blessés. Voilà, ça c'est pour le constat avant le mouvement des Gilets jaunes. Si je m'appuie sur les données chiffrées, si je continue sur le bilan numérique, on va dire, de ces violences-là, ces chiffres-là, ils ont explosé au cours des 6 derniers mois avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc sur le constat général, on est passé de 53 blessés graves à... alors c'est très difficile de définir qu'est-ce qu'un blessé grave, et on a des critères qui sont variables, mais en tout cas, sur ce mouvement-là, on a eu entre 200 et 300 personnes blessées à la tête, 23 personnes éborgnées et 5 personnes qui ont perdu une main. On n'est pas passé du simple au double, mais quasiment. C'est-à-dire qu'en 6 mois, le gouvernement et l'État français a blessé presque autant qu'en 20 ans. Donc, ce qui est considérable. Et à partir de ce bilan numérique, nous aussi, ce qu'on essaie de faire à Les Arts-Manlés, c'est d'essayer de comprendre les causes de cette espèce de recrudescence, enfin pas cette recrudescence, mais de cette augmentation exponentielle des violences en manifestation, et pas seulement. Parce qu'en marge du mouvement des Gilets jaunes, dans notre comptabilisation des personnes éborgnées, il y a aussi des lycéens, donc, qui n'ont rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, ou très peu, puisque début décembre, il y a eu des actions menées par des lycéens, dont deux à ce moment-là ont été éborgnés, autour du 6 décembre. Et il y a aussi, il y a toujours une dimension coloniale. Les premiers blessés du mouvement des Gilets jaunes, c'est des personnes de La Réunion. Les 3 premiers éborgnés, parmi les premiers éborgnés du mouvement des Gilets jaunes, 3 sont de La Réunion. Parce que, en fait, les pratiques de police et de gendarmerie, les pratiques militaires, puisqu'à La Réunion, c'est des pratiques militaires, sont particulières dans les dom-toms et dans ce que nous, on considère comme ce qui subsiste de l'empire colonial français.
Voilà, acte 1, 17 novembre. C'est les premières personnes éborgnées à La Réunion. Donc je vais essayer de suivre ce fil-là. En fait, il y a aussi quelque chose dans l'histoire de Désarmes-en-Laye, dans l'histoire des membres de Désarmes-en-Laye, qui a eu une influence, c'est le fait que j'ai été assigné à résidence aussi fin 2015, et que ça amène forcément, quand on est concerné par un dispositif colonial comme l'assignation résidence qui fait partie de l'état d'urgence, on se pose subitement les questions, beaucoup plus de questions, et ce qui a amené Désarmes-en-Laye à orienter son travail sur l'histoire coloniale du maintien de l'ordre, à essayer de comprendre d'où venaient ces dispositifs coloniaux qui étaient appliqués aujourd'hui, alors ils ont été inventés dans le cadre de la guerre d'Algérie dans les années 50. Et c'est là qu'on comprend beaucoup de choses. Quand on s'intéresse à l'histoire coloniale du maintien de l'ordre, on découvre qu'il y a une filiation, qu'il y a une histoire, une continuité, dans la manière dont s'appliquent les violences policières, aussi bien dans les quartiers populaires que dans les manifestations. Il y a des allers-retours. En fait, c'est la même police. C'est la même police qui agit dans les quartiers populaires et dans les manifestations. Et si c'est la même police, elle est passée par les mêmes écoles. Et qui dit passer par les mêmes écoles, dit avoir eu les mêmes formateurs. Et la formation au maintien de l'ordre dans les écoles de police, elle est inspirée d'une histoire coloniale, puisque les premiers enseignants dans les écoles de police sont des anciens militaires, et notamment les anciens militaires qui ont œuvré durant la guerre d'Algérie. Et donc, de fait, les méthodes qui ont été expérimentées aussi bien en Indochine que pendant la guerre d'Algérie ont été réimportées en métropole par ces gens-là. Et ça a une influence jusqu'à aujourd'hui, puisque les écoles de police, puisque les élites de la police s'inspirent régulièrement de ces techniques-là. Et j'en viens en fait à l'évolution des 6 derniers mois. On avait depuis 20 ans Sarkozy et Pasqua, notamment Pasqua, et Sarkozy, sous son influence, a importé des méthodes nouvelles, dans le cadre des méthodes de police nouvelles, et notamment des armes nouvelles. Des armes qui sont des armes américaines, qui sont ces armes sublétales qu'on appelle délicatement les moyens de force intermédiaires, qui sont en fait les lanceurs de balles de défense, de type flashball dans un premier temps, et le LBD-40 qui s'appelle en fait lanceur de grenade 06, c'est le vrai nom de cette arme, c'est le GL-06, c'est un lance-grenade, et la grenade de désencerclement. Donc Sarkozy et Pasqua importent ces armes au début des années 2000, dans une perspective de les utiliser dans les quartiers populaires. Et c'est effectivement ce qui se passe jusqu'en 2007, c'est que ces armes sont expérimentées dans les quartiers populaires. Elles sont utilisées sur les émeutes de 2005 et sur les émeutes de 2007 à Villiers-le-Bel. Et 2007 à Villiers-le-Bel, c'est la première utilisation visible publique du lanceur de balles de défense. Et ce jour-là, elle est utilisée massivement à Villiers-le-Bel et fait des blessés dont on n'entendra pas parler. Et elle éborgne en même temps à Nantes une personne qui est une personne fondatrice de l'Assemblée des blessés qui s'appelle Pierre Douillard. Et donc ces armes-là, elles ont considérablement transformé la doctrine du maintien de l'ordre, puisqu'à partir de 2007, puisque les banlieues sont considérées comme un moment politique, elles sont utilisées comme un mouvement de révolte, donc un mouvement politisé malgré tout. Elles sont à partir de 2007 utilisées dans le maintien de l'ordre de manière générale. Et nous, on les découvre quelque part depuis 2007 et surtout depuis 2012 en réalité. Depuis 2012-2016 pour certains avec la loi travail. Donc il y a une militarisation du maintien de l'ordre qui est en œuvre depuis 20 ans, mais qui s'est accélérée depuis 2016, depuis 2015-2016. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique un abandon de la doctrine classique. La doctrine classique du maintien de l'ordre, elle impliquait qu'on avait des forces de police, qui étaient donc une police administrative, les CRS, qui étaient très peu mobiles, qui étaient un peu dans une guerre de tranchées avec les manifestants, et donc très peu mobiles, ce que je disais, et qui se contentaient de maintenir à distance les révoltés, quels qu'ils soient, pour éviter à tout prix de faire des blessés d'un côté comme de l'autre. Cette doctrine-là, elle est remise en question. Ce maintien à distance des manifestants est remis en question, mais aussi le deuxième principe de la doctrine française, qui est celle de la riposte graduée. Cette riposte graduée, elle dit que les armes sont utilisées en fonction de la violence de l'adversaire. Donc on ne va pas utiliser tout de suite des grenades de désencerclement, on ne va pas utiliser tout de suite des grenades avec la TNT, il va y avoir des paliers d'intervention successifs
que normalement les personnes en face sont censées pouvoir suivre, puisqu'il y a un système de sommation qui fait qu'avant chaque utilisation d'une arme, les forces en face sont censées nous prévenir, nous dire voilà, on va faire usage de la force, on va faire usage de grenades, on va faire usage de ta, et du coup on est censé être prévenu. Et tout ce schéma-là, en fait, de la doctrine classique, il est explosé. Il est explosé volontairement par les élites de police, et notamment depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc je vais essayer d'être concis. Qu'est-ce qui se passe depuis le 1er décembre? On va noter au 1er décembre parce que c'est là qu'en fait on voit apparaître des techniques de police qui sont nouvelles. Avant, le maintien de l'ordre, c'est quoi? Des CRS, des gardes mobiles, des canons à eau, et ça s'arrête là à peu près avec l'utilisation de gaz lacrymogène, de grenades gaz lacrymogène. C'est un peu la version classique du maintien de l'ordre depuis 60 ans, j'ai envie de dire. À partir du 1er décembre, on voit apparaître des nouvelles choses. On avait déjà depuis 2012 des compagnies de sécurisation et d'intervention qui étaient une formule des CRS qui est beaucoup plus mobile. Donc c'est des policiers qui ressemblent aux CRS, qui ont des bandes bleues sur le casque, mais qui sont plus mobiles. Waouh, 4 minutes. Ok. Et à partir de là, à partir du 1er décembre et jusqu'au 16 mars, on va voir se déployer non seulement des blindés de gendarmerie, qu'on avait vu que sur les luttes de territoire à Notre-Dame-des-Landes, et contre les luttes nucléaires des années 80, 70-80, et on va voir apparaître ce qu'ils ont décidé d'appeler les détachements d'action rapide. Donc c'est des forces en civil, ils sont 500 à ce moment-là, ils sont jusqu'à 500, mais aussi des cavaliers et des brigades cynophiles avec des chiens qui sont censés être là pour, en fait, qui sont essentiellement là pour faire peur. C'est vraiment c'est de l'action psychologique. Et ça, c'est un héritage de l'histoire coloniale du maintien de l'ordre, c'est tout simplement faire peur aux manifestants pour les faire rentrer chez eux. Les chiens sont là que pour ça. Les chevaux sont là que pour ça. Les blindés de gendarmerie sont là essentiellement pour ça, même s'ils sont équipés de gaz lacrymogène. Et les DAR, les fameux détachements d'action rapide, c'est vraiment d'inspiration coloniale. C'est vraiment la quintessence de la police coloniale. C'est des policiers en civil, non identifiables, cagoulés, avec des armes, qui courent, qui tirent, qui frappent. Et leur objectif, c'est de frapper les corps pour leur faire peur, pour terroriser la population et que les gens rentrent chez eux. Et ça marche puisque les DAR font peur. On va parler que d'eux en décembre, on va les voir débouler sur les Champs-Élysées à tirer dans la foule, et on voit la foule qui va tout simplement changer de manière de se protéger. La foule, en fait, va faire comme sur les terrains de guerre, elle va s'abriter derrière des murs. Et on a des scènes hallucinantes sur les Champs-Élysées où tu as des dizaines de gens qui s'abritent derrière les murs pour échapper aux balles, parce qu'en fait, ces gens-là qui sont en face tirent n'importe comment. Et on voit d'ailleurs des images où les DAR tirent en courant, mais aussi jettent des grenades de désencerclement comme ça. Et on en voit même exploser au milieu d'eux. Si vous faites des captures d'écran sur des images ils sont blessés eux-mêmes parce qu'ils sont tellement dans l'agressivité qu'ils prennent même pas le temps de réfléchir, et on voit des grenades de désencerclement exploser au milieu de leurs troupes. Et donc ça va aller et ça va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'en mars de cette année, après le 16 mars, donc c'est un moment important du mouvement des Gilets jaunes, où en fait le peuple reprend son dû dans les magasins des Champs-Élysées. Le préfet de police va être limogé et remplacé par un préfet qui est connu pour sa violence, qui nous vient de Biarritz, qui s'appelle Didier Lallemand. Et lui, il va décider de remplacer les DAR par un nouveau dispositif qui s'appelle les Braves, les brigades de répression des actions violentes. Il y a une brigade qui existait comme ça dans les années 50, et c'était une brigade qui était dirigée spécifiquement contre la criminalité nord-africaine. Et c'est pas anodin qu'on utilise ce nom, Brave, Bave, c'est quasiment la même chose, et c'est pas anodin. Et ces Braves, surtout, une chose, c'est qu'on va les mettre sur des motos. Donc on va en fait effacer l'histoire récente qui voulait que depuis 86 et la mort de Malik Oussekine, tué par des voltigeurs à moto, on ne voulait plus voir du maintien de l'ordre à moto depuis la mort de Malik Oussekine. Et donc il a suffi d'un nouveau préfet et de quelques déclarations dans les médias pour qu'on voit réapparaître des brigades à moto qui ne sont pas autre chose que les voltigeurs, donc les fameux PVM qui ont tué Malik Oussekine, qui étaient au nombre de 172 le 1er mai, dont 32 gendarmes de la garde républicaine. Donc on met aussi des gendarmes dedans, voilà. Et on avait aussi donc 24 cavaliers et toujours la cynophile, 30 secondes. Voilà, c'est très
En tout cas, voilà, ça c'est une évolution. Aujourd'hui, on a ces braves-là qui sont en fait d'inspiration coloniale et qui ont les mêmes comportements. Et d'ailleurs, l'attaque par les braves de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et non pas par les manifestants est le symbole de ça. Et surtout, l'étudiant qui est frappé par les braves dans le hall de la cité universitaire, c'est la réincarnation de Malik Osekine. Et on a juste eu la chance, en fait, qu'il a réussi à échapper à ces types-là parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé. Ces gens-là, ils tabassent des gens dans les halls d'immeubles. Et c'est très grave. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi tout ce truc qui s'inscrit dans un contexte qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a l'affaire Benalla le 1er mai il y a 2 ans. Il y a le passage à tabac du Burger King pendant le mouvement des Gilets jaunes. Le passage à tabac qui n'avait pas été filmé de la rue Lauriston qui était l'ancien siège de la Gestapo, juste au passage. Et aussi un certain nombre de choses comme une nasse à Nantes, où les policiers nassent dans une petite ruelle et grenadent tout le monde, mais aussi et surtout Mantes-la-Jolie, les mains sur les têtes des enfants qui sont mis à genoux sur le sol, et les gens qui sont dans l'hôpital Pitié-Salpêtrière, placés au sol avec les mains sur la tête. On est vraiment dans une période où on reproduit, la police reproduit, pas nous, hein, la police reproduit tous les schémas les plus pourris, les plus dégueulasses d'une période qu'on voulait voir abolie. Voilà, après, avec aussi l'épisode du jeune qui est interpellé avec un sac sur la tête. Enfin voilà, c'est vraiment des méthodes d'humiliation et de torture qui sont dignes d'une période qu'on voulait révolue et qui est en train de se recréer. Et si je peux me permettre c'est super chaud de résumer, je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. C'est très difficile de retranscrire ces réalités-là, mais il y a aussi tout un accompagnement législatif, et c'est ça que je veux appuyer aujourd'hui aussi, surtout. La loi anti-casseurs, c'est un moyen de transformer toute manifestation en attroupement. Moi, je le vois clairement comme ça. C'est-à-dire que c'est une évolution législative qui permet à l'État de considérer tout manifestant comme un délinquant à partir du moment où il est présent sur une manifestation qui n'a pas été sanctionnée par les autorités. Ça veut dire quoi? Que toute personne qui se rend sur une manifestation, soit qui n'est pas déclarée ou qui s'y maintient au-delà des sommations, se rend coupable d'un délit d'attroupement et donc mérite les voltigeurs, mérite les tirs de lanceurs de balles de défense, mérite la répression judiciaire qui s'ensuit. Et aujourd'hui, ce glissement-là, il est dangereux parce que ça implique que toute personne, n'importe qui d'entre vous qui se rend sur une manifestation est susceptible d'être traité comme un criminel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la judiciarisation du maintien de l'ordre, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire que les tribunaux et les procureurs sont les premiers à jouer ce rôle-là. Les procureurs ne sont pas indépendants, les procureurs sont là pour nous faire casquer, ils sont l'incarnation de la répression et ils sont le prolongement des violences policières. Et ces procureurs-là, en fait, ils sont mis dans la boucle par ces transformations législatives qui vont en fait nous faire casquer tous. Voilà, après j'aurais voulu élargir sur beaucoup d'autres questions, sur notamment la multiplication depuis 2014 des méthodes dites proactives, qui sont des méthodes de répression à l'américaine, c'est-à-dire de réprimer les gens avant même que la manifestation ait lieu, avant même que quelque chose ait lieu. Et c'est quelque chose qui existe dans les quartiers populaires depuis toujours, puisque la personne habitante, le jeune des quartiers populaires, par essence, il est considéré comme un délinquant. Donc tous ces comportements vont être soumis à une répression au préalable. Et donc cette méthode proactive, ça implique dans les manifestations les interdictions de manifester, les fouilles et saisies préalables et les gardes à vue préventifs. Il y en a eu énormément sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire des gens qui sont tout simplement interpellés à 15 km, ils ont une boule de pétanque dans leur voiture et on considère qu'au lieu d'aller jouer à la pétanque, ils étaient allés en fait lancer des boules de pétanque sur... Enfin... Voilà. Donc multiplication des armes, des blessures non conventionnelles, donc on est face à une médecine de guerre, on est face à des chocs post-traumatiques, il faut aussi savoir guérir, on n'est pas préparé, il faut s'y faire, il faut se construire une riposte. Il y a le fichage des blessés, il y a beaucoup de questions qui vont avec et qui participent de ce truc-là. Et moi ce que je voulais dire, et là je conclurai vraiment là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, moi si je veux faire passer un message aujourd'hui là-dedans, c'est qu'il faut absolument oublier, je suis désolé de le dire, oublier les illusions créées par la République et l'État de droit. L'État de droit ne nous garantit rien, ne nous garantit pas des libertés, c'est lui qui depuis 60 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous maintient dans une espèce de dépendance à l'égard de l'État. Et ça, il faut vraiment considérer que les libertés démocratiques, elles ne sont pas conditionnées par ce maintien de l'état de droit. C'est nous, nos libertés démocratiques, c'est un combat, c'est une lutte sur le terrain. Et moi, en tant que membre du collectif des Armes en L'air, on a refusé de participer à un certain nombre d'initiatives qu'on juge légalistes, même si
on encourage les gens à faire tous les recours possibles. Nous, on ne participe pas à ces recours devant les juridictions internationales, devant l'ONU, devant la CEDH, etc. Parce qu'en fait, on s'est pris assez de claques. La France n'en a rien à faire de la CEDH, on n'a rien à faire de l'ONU, elle envoie chier tout le monde. Et même pendant l'assignation résidence, si je peux revenir sur ce que j'ai vécu personnellement, je me souviens très bien comment notre assignation résidence, elle a été justifiée au préalable par une petite lettre envoyée par le gouvernement à l'ONU et au Conseil de l'Europe en disant « On vous prévient, dans le cadre de l'état d'urgence, nous allons faire des exceptions et nous n'allons pas respecter les droits de l'homme. » Bing, c'est réglé, l'ONU a dit « Ok, on prend acte. » Et ben voilà.